Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Fabien pour cette table ronde avec certains lauréats du Grand Prix Diversité et Inclusion 2024. Donc c'est un véritable plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Merci d'être nombreux et nombreux. Ça arrive encore, on vous fait rentrer dans la réunion. Merci d'avoir répondu présent et présente. Pour votre information, donc cet événement est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube AFL Diversity dans quelques jours. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons chez AFL Diversity et le sens de notre engagement à travers le Grand Prix Diversité et Inclusion. Donc, moi, je suis Adrien Figula-Letor, je suis cofondateur d'AFL Diversity avec Fabien Figula-Letor. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas mon frère, c'est mon mari. Nous partageons notre vie depuis 18 ans et nous sommes associés depuis 4 ans après avoir occupé des fonctions dans des comités de direction de JC Decaux et Philips pour Fabien. On a décidé de lancer et créer AFL Diversity. Donc, chez AFL Diversity, notre mission est simple, accompagner les entreprises pour qu'elles deviennent des modèles en matière de diversité et d'inclusion. Nous croyons profondément que la diversité n'est pas juste une question d'image ou de conformité, mais un vrai levier de transformation et de performance durable. Alors aujourd'hui, ce sont des entreprises de différents secteurs d'activité très variés qui nous font confiance. Vous les voyez apparaître ici sur l'écran. On travaille avec elles sur des thématiques clés qui sont liées à l'inclusion de toutes les diversités. Donc, on travaille à la fois sur le handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'inclusion des personnes LGBTQIA+, les générations, les diversités d'origine culturelle, sociale, et tout ça avec une approche vraiment 100% sur mesure pour répondre précisément aux besoins de nos clients, entreprises ou organisations. Donc, nos solutions, vous découvrez ici en synthèse les solutions qu'on déploie chez nos clients. On a une première verticale sur la partie conseil. On aide nos clients à structurer leur stratégie diversité et inclusion pour qu'elle soit à la fois ambitieuse et réaliste. Nous organisons également de nombreux workshops avec des méthodes d'intelligence collective, de design thinking pour co-construire avec les équipes une vision, un plan d'action. Nous accompagnons des ERG, des réseaux de salariés pour les aider à structurer ou à relancer une dynamique. Enfin, nous aidons nos clients à mesurer et à fixer des KPIs pour répondre à leurs enjeux. La partie formation, maintenant, on donne effectivement aux équipes les outils nécessaires pour agir avec des formats interactifs et adaptés vraiment à leurs besoins. Nous créons et nous animons des tables rondes avec bien sûr des invités internes, mais aussi des invités externes, comme des associations, des experts ou des personnalités connues qui viennent inspirer en partageant leurs histoires. Et puis, nous animons aussi des outils comme la fraise de la diversité de l'ESSEC, qui nous permet, par exemple, de sensibiliser des codires, des managers, des RH sur ces différents enjeux, toujours avec les mots justes, en tenant compte de la maturité de l'entreprise sur le sujet, de son secteur d'activité, de ses besoins. Enfin, on utilise des programmes très variés, comme des formations avec des casques de réalité virtuelle pour former et sensibiliser aux enjeux de non-discrimination, ou encore un jeu qui s'appelle le handicap contre-attaque, qui a été lancé par BNP Paribas pour sensibiliser au sujet. Voilà, aujourd'hui, on veut surtout vous parler du troisième pilier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'amplification. C'est le Grand Prix Diversité et Inclusion qu'on a créé en 2022. Donc, ce Grand Prix, il a été conçu pour célébrer et mettre en lumière les initiatives les plus inspirantes portées par les organisations. Ce Grand Prix récompense celles et ceux qui, de par leur action, font avancer concrètement la diversité et l'inclusion. En 3 ans, ce prix est devenu un rendez-vous incontournable en France, rassemblant des acteurs engagés et récompensant des projets à fort impact. On va en avoir quelques exemples aujourd'hui. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que représente le Grand Prix, je vous propose de découvrir en images, ça dure 2 minutes, les moments forts de l'édition précédente avec un petit best-of de l'édition 2024. Attention aux oreilles, le son est assez fort. C'est parti. Encore. Walking down a lonely road, you found me.
Walking down a lonely road, you found me. Walking down a lonely road, Merci à tous et à l'année prochaine. Alors, merci Adrien. Hop, merci Adrien. Bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux aussi qui nous ont rejoints pendant l'introduction. Nous allons donc maintenant vous présenter nos 5 invités qui vont représenter 3 organisations lauréates du Grand Prix Diversité et Inclusion. Vous avez vu un peu dans les images, pour nous, ce prix, c'est plus qu'une récompense, c'est vraiment une opportunité de faire connaître des initiatives qui changent la vie, qui changent des vies en entreprise et qui vont transformer les organisations. Donc voilà, nous avons réuni pour cette table ronde 3 lauréats de l'édition 2024 qui vont partager leurs expériences, les freins et qui vont essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a dans le moteur, sous le capot, pour donner des idées et inspirer. Alors, nous avons pour Malakoff Humanis Céline Ribes, qui est responsable QVT Diversité et Handicap. Bienvenue et merci Céline. Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie et le projet sur l'accompagnement des personnes transgenres, Julien Ripper, qui est directeur des relations clients et marketing, et Aurélie Combas-Richard, directrice déléguée. Bienvenue et merci de votre présence. Bonjour. Et enfin, pour Collins Aerospace et leur projet Arthur sur le recrutement autour des talents, Virginie Massé, qui est leader diversité, équité et inclusion et RSE, et Daniela Saka, qui est Diversity, Equity and Inclusion Director. Donc, merci à tous les 5. On va passer un petit peu en détail sur vos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On a gardé une quinzaine de minutes à la fin de la séquence pour pouvoir prendre les questions. Et donc, Adrien fera la modération à ce moment-là. Donc, je voulais commencer par toi, Céline, pour Malakoff Humanis. Vous avez été récompensé dans la catégorie des entreprises de plus de 5000 salariés. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le projet et le contexte dans lequel il s'est inscrit? Donc, bonjour à tout le monde. Sur le projet, donc c'est un projet autour d'actions de sensibilisation et d'accompagnement sur les violences conjugales et intrafamiliales. Pour le contexte, pour vous expliquer un petit peu, chez Malakoff Humanis, donc c'est un groupe de protection sociale en lien en fait avec nos démarches de qualité de vie et de conditions de travail. On avait déjà développé en fait des actions et une offre de services en fait afin d'accompagner les situations de fragilité de nos salariés. Donc, on peut dire qu'au travers de ces dispositifs, on avait déjà construit une relation de confiance avec nos salariés. Habituellement, en fait, quand on développe ce genre de dispositif, notre objectif principal, c'est déjà que le salarié comprenne qu'il va être entendu, écouté et lui proposer en fait un espace de parole. Dans cette offre en fait de service, on n'avait pas encore abordé le sujet des violences. Ensuite, du coup, dans notre réflexion, à chaque fois qu'on étudie un nouveau sujet, on part du principe que, comme on est un groupe de presque 10 000 salariés, on est forcément le reflet de notre société. Et qu'aujourd'hui, en fait, on doit prendre en compte toutes les singularités en fait, de nos salariés. Ça devient incontournable. Et l'idée, en fait, est donc d'accepter qu'il y ait une porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et du coup, on aborde toujours ces nouveaux sujets dans l'objectif, en fait, de développer des actions de prévention et notamment prévention des risques.
Donc, on se réfère à la responsabilité de l'entreprise par rapport à notre devoir de vigilance sur la santé physique, la santé mentale de nos salariés, tout en faisant le lien avec nous, notre culture d'entreprise, notre projet d'entreprise, parce que dans notre projet d'entreprise, on a un volet social et sociétal, et notamment sur l'accompagnement des fragilités. Et puis après, sur le sujet des violences, en fait, le point de départ, ça a été de regarder les chiffres. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la majorité des victimes de violences conjugales sont salariées, premièrement, et les 2 tiers affirment qu'elles ont parlé de leur situation à un ou une collègue. On le sait, en fait, les victimes des violences, en fait, elles ne peuvent pas beaucoup parler de leur situation dans leur sphère privée. Et donc, le travail représente, du coup, pour ces victimes, en fait, un espace possible, en fait, de parole et surtout d'être accompagnées. Et puis ensuite, on a évalué en fait l'impact en fait des violences sur la sphère professionnelle parce que en fait une victime qui vit des violences conjugales est souvent en hypervigilance. Ça a un impact également sur son absentéisme, sur une fatigue, on va dire, générale et sur la santé mentale, comment dire, et également tout ce qui va concerner l'équilibre des sphères de vie. Donc, en fait, on peut dire que là, tout était réuni pour ouvrir la discussion sur le sujet. Et puis ensuite, avant de se lancer dans ce projet-là, il a fallu qu'on délimite bien nos objectifs. Et donc, le premier qu'on s'est fixé, c'est à minima mettre à disposition en fait des ressources, de l'information à nos salariés sur les sujets des violences conjugales et puis s'engager en fait sur un sujet sociétal, notamment en ayant un pouvoir d'agir sur l'évolution des mentalités et sur un sujet qui, certes, on en parle plus dans la société, mais qui est resté quand même assez sensible. Et puis, le deuxième objectif, c'était, une fois qu'on met à disposition de l'information, c'est d'outiller, nous, nos acteurs en interne, donc les acteurs, les interlocutions qui, dans leur mission au quotidien, accompagnent du coup nos salariés, donc les outiller pour bien informer, bien orienter dans les démarches et vers des professionnels adaptés du sujet. Et donc, en fait, on a construit du coup notre démarche en adoptant un mode en mode projet et on s'est fait accompagner par des experts. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a mis en place un partenariat, notamment avec une association, donc Elle s'imagine, mais également une start-up, qui est la start-up EU, qui nous a aidé à concevoir notre plateforme d'information. Merci Céline. En parlant de frein, j'imagine que vous avez eu ce frein de mais que vient faire ce sujet dans l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'entreprise? Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, ou si tu as peut-être d'autres obstacles autres que celui-ci, et comment est-ce que tu as réussi ou vous avez réussi en équipe à passer au-delà? Alors là, le premier obstacle, tu l'as dit, c'est vraiment parce qu'on a pu nous renvoyer, c'est voilà, c'est un sujet privé. Donc du coup, il y a où peut se situer l'entreprise, en tout cas dans son pouvoir d'agir dans ce sujet-là. Souvent, en fait, on se rend compte sur tous les sujets sensibles, le réflexe, c'est de ne pas y aller en prétextant justement que c'est un sujet personnel. Mais en fait, quand on gratte un petit peu, souvent on se cache derrière cet argument, mais c'est parce que finalement on ne sait pas comment l'aborder. Voilà, c'est souvent le frein qu'on constate. Et puis, quand on veut y aller, quand on est prêt à y aller, on se pose aussi les questions de dire, mais jusqu'où l'entreprise peut aller? Est-ce qu'elle ne va pas être trop intrusive? Est-ce qu'on respecte bien quand même le domaine privé, même si on doit le prendre en compte? Donc voilà, c'est toutes ces interrogations. Donc ça, c'était, voilà, c'est un des premiers freins, mais bon, qu'on a surmonté en posant tout à plat, en se posant les bonnes questions et aussi en privilégiant en tout cas la bonne tonalité.
quand je parle de tonalité, c'est la vigilance qu'on doit avoir sur le discours à tenir. Surtout sur ce type de sujet, l'important, c'est justement de ne pas avoir un discours soit trop militant, parfois maladroit. Donc, on a cette crainte-là. Donc, ça, c'est aussi un frein. Hein, c'est souvent ce qu'on nous renvoie. Donc, voilà, avoir une vigilance là-dessus. On a eu aussi la crainte de se dire, on va proposer, on est prêt à proposer des actions, mais est-ce qu'on va nous suivre? Et quand je dis est-ce qu'on va nous suivre, c'est est-ce que les salariés, en fait, vont se mobiliser dans ce qu'on va proposer? Parce que sur ce type aussi de sujet, c'est pas un problème d'engagement ou d'intérêt, c'est souvent se dire, si je participe à cette action, est-ce que je vais pas être stigmatisée? Est-ce que si j'y participe, les autres, le regard de l'autre, en fait, est important à ce moment-là, et donc ça peut amener en tout cas quelques freins à la participation. Et du coup, Céline, peut-être par rapport à la participation, est-ce que tu aurais un chiffre ou deux à nous partager sur les résultats, du coup, peut-être sur la participation? Oui, tout à fait. Du coup, notre crainte, elle a été vite levée, puisque du coup, quand on a proposé notre premier webinaire sur le sujet, et je peux vous dire qu'on avait la goutte là, parce qu'on s'est dit, voilà. Et en fait, on a eu plus de 700 salariés qui se sont connectés. Ce qui est plutôt, parce qu'on a l'habitude de proposer des webinaires sur divers sujets, et c'est plutôt une très bonne participation. Donc, Merci beaucoup, ouais. Céline. Si vous avez des questions, merci pour cette explication, un peu de détails. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment dans le chat. On les prendra après. Merci beaucoup, Céline. Je voulais maintenant passer à notre équipe de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Décidément, je ne vais pas y arriver. Vous avez raflé de votre côté le Grand Prix du jury de l'édition 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce beau projet? Oui, alors peut-être donc vous expliquer comment ce projet est venu dans l'assurance maladie. Le point de départ, c'est un dossier d'un homme enceint qui voulait bénéficier de ses indemnités journalières dans le cadre de son, alors on appelle toujours ça dans l'assurance maladie un congé maternité, mais il voulait avoir donc une indemnisation de son congé. Il voulait savoir comment ça allait se passer. Et donc, ce dossier est arrivé dans l'assurance maladie. Donc, c'était en Seine-Saint-Denis. Il a fait le tour des bureaux parce qu'on ne savait pas comment verser des indemnités journalières pour un homme trans. Donc, ce dossier a vraiment fait le tour. Et en fait, on s'en est saisi. On s'est dit, voilà, on va creuser un petit peu ça. On a regardé, on a tiré le fil. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour l'assurance maladie dans les relations qu'elle avait avec à la fois les hommes et les femmes qui étaient en transition de genre et aussi les hommes et les femmes qui avaient déjà fait leur transition. Et donc, voilà, on a repris patiemment tous les sujets et on a identifié les points de blocage, les moments de vie qui étaient peut-être plus délicats que d'autres pour les hommes et les femmes trans. Merci du coup pour le contexte. Est-ce que l'un de vous deux peut nous expliquer en quoi consiste cette initiative? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, alors en fait, on a mis en place 3 choses. Premièrement, on a travaillé sur notre système d'information parce que notre système d'information, il était organisé de telle façon que quand il voyait un numéro de sécu qui commençait par un 1, il rejetait un certain nombre d'actes, notamment d'actes de prévention en santé. Par exemple, si un homme trans qui avait un numéro de sécu qui commençait donc par un 1 devait faire une échographie ou une mammographie, une échographie des seins ou une mammographie, bim, le système d'information de l'assurance maladie le bloquait. Pareil pour un numéro de sécu qui commençait par un 2 pour une échographie testiculaire. Bim, le système d'information bloqué. Donc, on a commencé à travailler sur notre système d'information en ouvrant le système d'information pour éviter ces blocages. Et maintenant, aujourd'hui, en France, tous les actes de prévention santé peuvent être remboursés par l'assurance maladie, quel que soit son numéro de sécu
Et donc ça, c'est une très bonne chose et c'était une première victoire. Le deuxième sujet, c'est qu'on a créé un centre d'accompagnement des hommes et des femmes trans. Donc à la fois pour les accompagner dans leur transition de genre pour tous les sujets, on va dire CPAM, assurance maladie, avoir une carte vitale, avoir un compte Amélie, savoir comment vont être remboursés tel ou tel soin. Et quand on a une ligne de téléphone, une ligne téléphonique directe pour avoir un conseiller, et on a accompagné ça d'une offre de service un peu pour dépatouiller les dossiers qui étaient bien bloqués depuis des années. Et donc, on a repris des dossiers, parfois qui avaient 5 ans, pour débloquer une carte vitale, pour débloquer un changement de nom, etc. Donc, c'est une offre qui est hébergée à la CPM de Seine-Saint-Denis, mais qui travaille pour toute la France. Et troisième chose, la formation. Julien, je vais te laisser en parler. Ouais. On a aussi travaillé sur une formation à 2 niveaux avec une association, donc Outrans et Vers Paris sans Sida, donc 2 associations. Le premier bloc sur une sensibilisation à la question du genre et un deuxième bloc bien accueillir les personnes trans. Et le bloc bien accueillir les personnes trans, pour le coup, est très axé assurance maladie et à destination de tous nos agents qui sont amenés, dans le cadre de leur fonction, à avoir des contacts, soit physiques, soit téléphoniques, avec les personnes trans. Voilà. Donc, c'était aussi un sujet de sensibilisation et présenter ce parcours, présenter les moments de vie et s'assurer que voilà, on accueille les personnes trans en respectant aussi l'intégrité de la personne et l'application du droit commun. Par exemple, nos téléconseillers ne savaient pas s'ils devaient dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Donc, en fait, ils disaient rien. Ils disaient bonjour, mais ils savaient pas comment gérer la situation, donc on les a formés pour qu'ils puissent accompagner de manière la plus chaleureuse et finalement tout à fait normale des hommes et des femmes trans. Merci pour ces explications. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques résultats impactants de ce projet, outre le Grand Prix du jury? Oui. On les a un peu dit. Je pense que le premier impact, c'est qu'on est parti en 2 temps avec une expérimentation qui a duré un peu moins de 6 mois et qui a très rapidement montré ses effets. Et on a pu généraliser ce projet en moins d'1 an, ce qui a, pour nous, est aussi une victoire parce qu'on a montré aussi que l'assurance maladie est en capacité de se mettre en mouvement très rapidement et de proposer une nouvelle offre de service sur un sujet qui est quand même assez complexe et parfois un peu tabou de manière assez rapide. On a aujourd'hui plus de 2000 personnes trans qui ont contacté en fait ce centre et qui sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, suivis dans ce parcours attentionné. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis sur le champ de la formation, on a déjà presque la CPAM de Seine-Saint-Denis en elle-même a déjà formé presque l'intégralité de ses agents. Et cette formation a été aussi déployée sur l'ensemble du réseau. Et effectivement, il y a au moins 1500 agents qui ont été formés aujourd'hui. Mais on sait que ça va monter sur l'année 2025. En fait, on a été poussé par les premiers résultats et les premiers contacts qu'on a eus sur cette fameuse ligne téléphonique avec donc nos assurés trans. Et on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, qui avait un besoin, ça sautait aux yeux. Et donc, ça nous a permis d'accélérer et de généraliser l'offre de service sur l'ensemble du territoire. Ouais. Et peut-être juste pour finir sur la partie RH, je pense qu'une des réussites aussi, c'est que ça nous a permis de mettre le pied dans le sujet de la diversité et de l'inclusion, plutôt dans une approche métier. On est parti vraiment d'un besoin de nos assurés, donc ça a permis, je pense, de faire comprendre que c'est aussi les LGBT sont une population qui peuvent être à certains égards discriminés, et donc on a ouvert 2 postes sur le service d'accompagnement des personnes trans, et c'est la vacance de poste qui, sur la CPM de Seine-Saint-Denis, avait suscité aussi le plus de candidatures. Donc pour nous aussi, c'était quand même un signal. Merci beaucoup. Donc, c'est en effet une initiative qui a été créée par la CPAM de Seine-Saint-Denis et qui a été assez rapidement déployée au niveau national. Donc, bravo à tous les deux et aux membres de l'équipe qui a travaillé dur sur ce projet. On imagine en effet que pour changer un système informatique de l'assurance maladie, ça ne doit pas être simple à faire au quotidien. Donc, merci pour ce partage et bravo.
Et enfin, maintenant, je voulais passer à Virginie pour Collins Aerospace. Virginie, un peu la même question. Donc, vous avez gagné le prix pour les entreprises de 1000 à 5000 salariés avec votre programme Arthur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi consiste ce programme? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous dire que là, je vais parler au nom de 1000 personnes en France, pour nos 2 sites en France. Et donc, ce projet Arthur, c'est quoi? En fait, le nom Arthur, il avait été choisi en référence à la légende de la table ronde. Et l'histoire, c'est quoi? C'est le roi Arthur. En fait, pour atteindre le Graal, eh bien, il développe tous ses chevaliers, il les intègre tous. Et en fait, c'était le caractère inclusif de cette initiative qui a retenu notre attention vers la diversité, l'équité et l'inclusion. Ce projet, en fait, le point de départ, il est né en 2021. C'est né sous l'impulsion d'un comité de direction en France et c'est un vrai virage culturel parce que dans cette entreprise, on prenait vraiment le développement des hauts potentiels. Concrètement, c'est quoi? En fait, ça veut dire quoi ce changement? Eh bien, à l'époque, en termes de point de départ, dans l'aéronautique, on a plutôt l'habitude de recruter avec un CV et avec une école, une éducation, une expérience. Le changement ici, c'est de savoir détecter quel est le potentiel, le talent naturel d'une personne, de le former en interne avec nos transmetteurs. On a de grands experts chez nous dans la transmission du savoir. Donc, le changement, c'était de passer donc à l'identification du talent naturel et au développement par la transmission du savoir en interne. Donc, concrètement, il a fallu identifier des systèmes pour des secteurs industriels type faire de l'usinage, faire de l'assemblage ou aussi pour des fonctions support, donc d'identifier des systèmes de recrutement qui permettent de détecter ce qui est souvent caché, donc le talent naturel ou potentiel d'une personne, de le développer par la transmission du savoir. Et ça nous a donné des résultats en termes de diversité après. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ces résultats? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et qu'est-ce que ça a changé? Alors, c'est une question un peu rhétorique, parce que si vous avez gagné le prix, c'est que oui, ça a changé quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, ça a changé. Par exemple, en prenant soin de regarder le talent naturel ou le potentiel d'une personne, on a augmenté de façon importante sur certains secteurs pilotes le nombre de femmes, sur des lignes de production où il n'y avait pas de femmes. Et on a pu intégrer et inclure, par exemple, des mamans au foyer à qui on a donné la compétence et qui sont très compétentes. Donc, on a vraiment une grande augmentation du nombre de femmes dans des secteurs très industriels en production. On a aussi beaucoup augmenté la diversité de parcours dans notre entreprise, qui amène beaucoup de diversité de modes de pensée. Ça a amené une ambiance complètement différente, ça a transformé le mindset, enfin l'état d'esprit. Et sur un secteur particulier, le responsable des opérations parle d'une augmentation de la performance par en fait, l'augmentation de l'automotivation et l'engagement des personnes. Super, merci beaucoup pour ces partages, Virginie. Je voulais aussi poser une question à Daniela sur les leviers. Selon vous, en tout cas de votre expérience chez Collins Aerospace, quels ont été les leviers essentiels euh, pour faire accepter ce type de projet ou ce type de façon de faire assez différente ou sur un sujet assez différent? Alors, est-ce qu'on peut... Oui, en fait, je pense qu'un projet d'inclusion comme celui-ci nécessite d'une approche structurée et de plusieurs leviers. Premièrement, je dirais l'engagement authentique de l'équipe des comités de direction, mais en général des managers. Donc, Virginie a mentionné qu'on a fait des pilotes sur plusieurs secteurs de production. Et donc là, en fait, la communication claire de l'importance de l'inclusion de la part des managers a été essentielle. Donc, qu'ils agissent vraiment comme des ambassadeurs du projet.
Deuxième chose, pour nous, c'est vraiment faire des formations régulières à tous les employés sur les biais, la diversité et l'inclusion, mais surtout leur faire comprendre les avantages, les bénéfices d'avoir un environnement qui est accueillant. Après, pour nous, c'était aussi un levier important, la création des réseaux internes que nous, on appelle comités. Et parce qu'à mon avis, ça renforce beaucoup le sens de la communauté et c'est un soutien supplémentaire à des initiatives comme celle-ci. Donc, Virginie peut-être les a mentionnées, mais on en a créé, on en a beaucoup sur différentes générations, sur les femmes, sur l'handicap, sur les jeunes. Et, autre chose, c'est aussi célébrer tous les petits succès ou les réussites. Donc, dans ces cas, bien évidemment, le Grand Prix, gagner le Grand Prix était un très bel succès, mais en interne, on donne aussi des dons, des reconnaissances à des employés pour les comportements inclusifs. Et la dernière chose, c'est pour nous important pour la réussite de ces projets, c'était aussi la collaboration avec des parties prenantes externes, comme des associations clés comme Envol, France Emploi, France Travail, désolé, ou Cap Emploi. Ça, c'était aussi un levier très important. Merci beaucoup pour ces outils et ces conseils, Daniela. Céline, est-ce que chez Malakoff Humanis, vous avez eu les mêmes leviers? Est-ce que vous avez d'autres choses sur lesquelles rebondir? Oui, alors peut-être, alors c'est sûr, le soutien de la direction, ça c'est une évidence. Bon, vous aurez compris, nous on l'a eu, voilà, on l'a eu largement. Et je trouve que ce qui est important, c'est vraiment donner du sens à la démarche que l'on fait. Et donc après, donner du sens, du coup, c'est très individuel en fonction des entreprises, mais il faut que ça parle pour engager en fait l'ensemble de l'entreprise. Et le levier aussi qui est important, je pense, c'est prendre la température, c'est-à-dire faire un état des lieux de la maturité de l'entreprise en tout cas. Et c'est ce qu'on a fait. On a été interrogé en interne, on a constitué nos alliés, et donc notamment au niveau des assistants sociaux chez nous, mais également des collaborateurs qui ont voulu s'engager dans la démarche. Et puis, le levier aussi, c'est s'entourer d'experts. C'est important parce qu'il y a certains sujets, voilà, il faut que le message passe, il faut faire adhérer. Et voilà, donc je trouve que c'est important. Et je suis désolée, j'ai oublié de dire, enfin, j'ai pas oublié, c'est-à-dire j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais l'impact, en tout cas, nous, de notre démarche, c'est vraiment l'essentiel, c'est qu'on a accompagné quand même 8 salariés sur le sujet des violences depuis la mise en place de la démarche. Et c'est voilà, c'est le chiffre le plus important, je trouve, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup de rajouter en effet cet élément central, puisque c'était l'objectif de votre plan. Donc, ce que je retiens de vos conseils sur les leviers, c'est la stratégie des petits pas, y aller petit à petit. Le faire aussi, comme tu disais Céline, prendre la température, mais vraiment suivre la maturité de l'entreprise, pas forcément aller trop vite et aller vraiment sur les choses qui vont fonctionner et que l'entreprise va être prête à accepter. Donner du sens, ça va aussi un peu avec la sincérité et le soutien de la direction. On voit beaucoup, nous, dans les entreprises, quand la direction est vraiment sincèrement convaincue de l'enjeu, c'est là où ça va plus vite et plus profondément sur les sujets de diversité et inclusion, et la collaboration avec des parties prenantes extérieures et des experts. Donc, merci pour ces conseils. Je voulais poser aussi une autre question sur les enjeux futurs pour aller encore plus loin dans ces thématiques, notamment à la CNAM. Vous avez pris une thématique qui est pas simple quand on peut l'observer, en tout cas pour les entreprises et organisations. Souvent, il y en a assez peu qui vont sur ce sujet. Vous y êtes allé. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu pour aller encore plus loin? Alors, imaginez, en plus, nous, on a un service public. Donc, on est du genre le gros paquebot qu'il faut faire bouger. Donc, quand on arrivait avec nos sujets,
On nous a regardé avec des grands yeux en disant, oh là là, ça va pas être possible. Et finalement, c'est possible, avec beaucoup de ténacité, beaucoup de détermination et en montrant que ça peut changer la vie concrètement d'assurés sociaux, de l'assurance maladie. Et du coup, ça a permis de débloquer un certain nombre de choses. Et donc, nous, nos enjeux, c'est surtout dans le contexte outre-Atlantique actuel. Notre enjeu principal, c'est d'être irréprochable sur le service qu'on offre. Alors, comme on a eu beaucoup d'hommes et femmes trans qui nous ont contactés d'un coup, en fait, il faut que nous, on soit en capacité de continuer à assurer un service de qualité. Ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, c'est de continuer finalement à faire que le sujet de la transidentité devienne presque un sujet routinier dans tous nos sujets assurance maladie, voilà. Et qu'on ne nous dise plus « Ah, c'est vous qui travaillez sur le sujet trans », mais voilà, que ce soit presque un non-sujet. Et c'est ça, là, on se dira qu'on a fait un bon bout de chemin. Et donc, il faut qu'on continue à diffuser, c'est la formation auprès de l'ensemble de nos collaborateurs de front office. Il y a à peu près, dans l'assurance maladie, on est 65 000, donc il faut qu'on continue à diffuser en fait ce MOOC auprès de nos collaborateurs. Et puis, il faut qu'on continue à oser et à avancer aussi sur d'autres sujets qu'on n'a pas encore identifiés et qu'on aura forcément parce que la société, elle évolue. Et le service public, il doit aussi savoir évoluer en fonction de ces évolutions sociétales. Donc, c'est un peu notre obsession. Il ne vous a pas échappé qu'avec Julien, on a changé de poste. On travaillait tous les deux à la CPM de Seine-Saint-Denis et aujourd'hui, on travaille à la CNAM, donc à la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, on a une responsabilité aussi qui est de porter globalement les sujets métiers au sein de l'ensemble des CPM du territoire français. Et on a aussi un deuxième objectif qui est de porter les sujets LGBT+, au sein du schéma directeur des ressources humaines de l'assurance maladie. C'est inscrit, c'est une nouvelle action. Et donc, on va y mettre toute notre énergie pour réussir ce nouveau pari. Donc ça, c'est plutôt vers de l'interne, c'est ça, Aurélie? Schéma directeur des ressources humaines, ça veut dire que c'est un plan vers les collaborateurs. Vers les collaborateurs, ainsi que la formation et continuer à être irréprochable sur le service offert. Okay. Donc ça, c'est tourné vers l'externe. Merci beaucoup. Et alors, avant de prendre les questions, on aurait voulu à tous vous demander quel a été l'impact d'avoir été lauréat au Grand Prix Diversité et Inclusion. Voilà, est-ce que ça a changé des choses en interne, en externe? Peut-être on vous laisse la main, Julien et Aurélie, pour commencer. Je pense que déjà, en interne, ce qu'on a pu constater, c'est une grande fierté des équipes qui ont travaillé dessus. Et d'ailleurs aussi une grande fierté de la CNAM sur le sujet, parce que c'est quand même une belle récompense. Je pense que ça nous a ouvert aussi beaucoup de portes. Nous avons été quand même pas mal sollicités pour faire des interventions, notamment dans le réseau de la sécurité sociale, donc au-delà de la branche maladie. Voilà, c'est qu'on nous a demandé des retours d'expérience, des témoignages pour savoir comment s'y était pris, comment ça avait été perçu par nos agents, parce qu'en plus, effectivement, ce qui nous avait été beaucoup dit, c'était qu'on était rentré par le sujet LGBT, par le T, qui est parfois vécu pour beaucoup comme le sujet le plus complexe à prendre en main. Et puis, en fait, pour nous, ça a été une façon aussi de faire essaimer finalement ce sujet de diversité et inclusion auprès des personnes qui venaient nous demander conseil. Et puis, je pense que aussi, ce qu'on a vu émerger, c'est des CPM du réseau qui ont commencé à s'intéresser à ces sujets-là. On a vu des posts LinkedIn, des actions qui ont été lancées. Donc, je pense que ça a aussi permis à certains d'oser y aller. Super, merci beaucoup pour ce partage. Daniela, on a fait la fête aussi quand on a eu le Grand Prix. Vous avez fait la fête? Quand on a eu le Grand Prix, on était super contents. C'est super important. Super important. C'était très, très bien. Et on a gardé contact avec d'autres entreprises qui étaient présentes le jour du Grand Prix. Et ça nous a permis de nouer un futur partenariat qu'on va bientôt pouvoir annoncer.
Super, merci beaucoup pour ce partage. Daniela, est-ce que tu veux nous partager ce que ça a changé pour vous chez Collins Aerospace? Bah, dans nos cas, je dirais à renforcer beaucoup l'engagement et la motivation de tous les comités, de tous les employés qui sont engagés dans cette démarche. Et bien sûr, la maison mère, parce qu'on fait partie d'une maison mère, était très fière aussi. On a vraiment célébré avec des communications internes les Grands Prix. Et je l'associe à peut-être Virginie parler plus en détail de ce qui s'est passé en France, comme elle est basée là. Je pense qu'elle peut apporter aussi un peu plus d'infos sur les réactions dans les sites. Eh bien, ça a amené beaucoup de fierté, énormément de fierté aux personnes qui portent le sujet depuis longtemps. Et il y a tellement de défis autour. Donc, la fierté, la possibilité d'ancrer encore plus le sujet, de se dire bah, c'est la bonne démarche. On savait qu'on était sur un bon chemin, mais là, on est reconnu par l'extérieur. Donc, ça l'a ancré encore plus. Ça nous motive encore plus d'aller plus loin sur ce sujet. Et bon, voilà, ça nous a fait rayonner aussi vers l'extérieur sur des articles de presse ou bien des visites de l'agglomération de Cergy, par exemple. Voilà, des demandes de partage de bonnes pratiques. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Et alors enfin, Céline, côté Malakoff Humanis. Eh ben, le même mot, la fierté. Vraiment, c'est fierté d'avoir été sur un sujet pour lequel il a fallu de l'audace. Du coup, ça a renforcé le sentiment d'appartenance des salariés, ça c'était important. Ça a donné aussi l'occasion, parce que quand on obtient un trophée, quelque chose qui valorise les actions, on pense beaucoup comme externe, mais nous en interne, ça nous a donné l'opportunité aussi de refaire un focus sur tous les dispositifs d'accompagnement que l'on propose pour nos salariés, surtout à l'ère où il y a beaucoup d'informations. Donc du coup, voilà, on a créé ce rendez-vous là en parlant du Grand Prix. Et puis le partage. Du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce Grand Prix la rencontre avec d'autres entreprises et découvrir des belles initiatives qui donnent des idées aussi. Donc, ce côté partage, en fait, est hyper important, je trouve. Merci beaucoup à tous pour vos partages. Alors, j'espère que ça a donné envie à certains et certaines personnes qui vous écoutent de candidater à la prochaine édition qui va bientôt démarrer. Alors, Adrien, est-ce qu'on a quelques questions des participants? Alors déjà, merci beaucoup et les mots sur lesquels vous avez terminé sont vraiment la raison d'être en fait de ce Grand Prix. C'est pour ça qu'on a créé ce Grand Prix avec effectivement cette vision il y a 4 ans de se dire en fait il existe tellement de choses déjà mises en place en France qu'avant finalement de vouloir en inventer des nouvelles, bah, peut-être est-ce qu'on peut réussir à mettre la lumière sur ce qui marche pour inspirer en fait les autres. Et on a déjà du mal à le faire connaître, ces initiatives en interne, alors en se disant en externe, c'est encore plus dur. Et c'est vrai que ce Grand Prix, il a tout de suite trouvé un formidable écho et une envie aussi sur ces sujets de partage. Finalement, il n'y a pas de concurrence sur ces enjeux-là. Il faut partager ce qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on va avancer plus vite, puisque on n'a pas le temps justement d'attendre et il faut agir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a quelques minutes là pour prendre des questions. Je vais commencer peut-être par une question qui a été posée sur les sujets de la sensibilisation par rapport justement à la transidentité et au parcours. Est-ce que les médecins conseillent en fait font partie de cette sensibilisation? Est-ce que c'est le rôle de l'assurance maladie ou est-ce que c'est le rôle de la sécurité sociale? Je vois qu'on a Simona qui est présente aussi aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'est les médecins conseillent la sensibilisation et pourquoi est-ce qu'on doit finalement aussi toujours justifier notre autodétermination? Question vaste où on pourrait y passer du temps. Ouais. Alors, on est sur deux sujets, deux questions différentes. Sur le champ des médecins conseils, oui, bien évidemment, puisque quand on vous parle d'assurance maladie, on inclut, on est sur un parcours médico-administratif, donc qui inclut à la fois nos agents administratifs côté CEPAM, mais aussi tous nos professionnels de santé conseils côté assurance maladie, et qui avait un enjeu fort, puisque on a aussi
rappeler un certain nombre de conditions et notamment le fait que l'attestation psy qui était demandée jusqu'à il y a encore quelques années n'était plus nécessaire pour la reconnaissance de l'affection longue durée. Donc il y a eu aussi tout un travail de sensibilisation et de formation de l'ensemble de nos professionnels et des personnes qui étaient amenées à prendre des décisions sur les dossiers des personnes trans au niveau des services, du service médical. Et la Ok. deuxième question. Très clair. Ouais. Et Sur la l'autodétermination, Julien. Ouais, alors sur l'autodétermination, c'est plus particulier, puisque là, pour le coup, on est hors du champ de l'assurance maladie. C'est plutôt la judiciarisation de la transidentité. Et donc, on sait qu'il y avait eu des travaux qui avaient été avancés par le ministère de la Justice pour arriver à une déjudiciarisation. Pour le coup, elle n'est pas encore en œuvre. Et donc, effectivement, nous, ça implique une procédure particulière en assurance maladie, puisqu'on peut changer son prénom sur simple déclaration en mairie, donc changement de son état civil. Par contre, quand on rentre dans le changement de son numéro de sécurité sociale, aujourd'hui, nous avons besoin effectivement de cette décision de justice. Et donc, effectivement, c'est là aussi une des raisons pour laquelle nous avons mis en place ce parcours attentionné pour accompagner les personnes dans toute cette gestion médico-administrative qu'il peut y avoir derrière. Voilà, pour les personnes aussi qui annoncent leur transition de genre, on les accompagne dès le départ pour leur donner aussi un petit peu d'informations sur les étapes et les moments de vie qui vont être assez impactants pour eux. Très clair. Merci beaucoup. Merci Julien. On a une question pour Collins Aerospace. Donc une fois, tu l'as dit Virginie, vous avez réussi à embaucher des femmes par exemple sur des lignes de production où il n'y avait que des hommes auparavant. La question qu'on a dans le chat, c'est est-ce que finalement l'inclusion est allée au bout? Ça veut dire aussi dans les usines de fabrication aéronautique créer un environnement inclusif aussi pour ces femmes qui arrivent dans un univers très masculin finalement. Donc, en effet, on peut largement se poser la question. Nos usines avaient déjà ce qu'il fallait en termes, là, je vois les toilettes, les EPI, les vestiaires, les horaires. Enfin, elles ont pu intégrer un système. On n'a pas eu à modifier le système. Par contre, on a dû faire attention à vraiment la sensation et le sentiment d'inclusion, parce que c'était vraiment des univers différents, puisqu'on parlait avant de recruter des personnes sur des diplômes et des expériences, et là, de donner une connaissance. Donc là, il y avait pas mal de sujets d'attention pour vérifier la bonne inclusion. C'était plutôt sur la culture de l'entreprise, mais là, d'un point de vue organisation physique ou matérielle, il n'y a pas eu de problème sur ce sujet, c'était déjà en place. Ok, merci Virginie, mais effectivement, ça paraît du bon sens, mais c'est important de le rappeler que voilà, il faut effectivement, c'est un tout, l'inclusion, et souvent on dit oui, mais on va intégrer voilà, une typologie de personnes ou de nationalités dans un environnement, mais à un moment donné, il y a un travail aussi systémique à faire pour faire que voilà, tout le monde soit préparé, formé, sensibilisé à accueillir ça. C'est pas le tout de dire nous on accueille les personnes transgenres par exemple si on réfléchit pas aussi à tout ce qui va derrière sur le parcours effectivement d'une personne trans par exemple dans une usine sur une chaîne de production, les sujets liés au vestiaire, etc. Donc tout ça c'est effectivement des sujets qu'il faut bien prendre en compte pour bien le faire surtout. Eh bien merci beaucoup. On avait une question également, là cette fois-ci pour Malakoff Humanis, question d'Annabelle. Comment avez-vous pris la température pour garantir l'anonymat? Alors donc c'est lié à tout l'accompagnement que vous avez fait Malakoff Humanis sur les femmes victimes de violences conjugales. Comment vous avez garanti l'anonymat? Est-ce qu'il y avait un espace de parole préservant cet anonymat? Comment vous avez géré justement ce sujet de l'anonymat? D'accord. Juste précision, c'est les violences faites aux femmes et aux hommes. Voilà, il y a les deux aussi dans notre démarche. Comme on a pris la température, en fait, on a fait un audit en interne. On a été à la rencontre de tous les interlocuteurs en interne qui accompagnent. D'accord? Donc, les assistants sociaux, il y avait les médecins, les infirmiers et les infirmières,
toute la partie aussi, on a été voir des managers aussi, hein, pour les sonder sur le sujet, voir si déjà ils avaient eu ce type de situation à gérer, et puis voir jusqu'où en fait quel était le besoin en fait auquel devait répondre en fait l'entreprise. Donc voilà, on a pris cette température de cette manière-là. Pour garantir l'anonymat, en fait, on a nommé des interlocuteurs en interne et on a choisi du coup les assistants sociaux. Les assistants sociaux sont déjà régis sous la confidentialité, donc ça rassure. Et dans la démarche, on a axé beaucoup d'actions de sensibilisation, des webinaires, une plateforme d'information qui permet à chacun et chacune de s'identifier, en fait, d'identifier la violence, de quoi on parle derrière et vers qui je peux aller. Donc, du coup, une interlocution unique avec les assistants sociaux. Et ensuite, sur les démarches d'accompagnement, puisque du coup, en interne, on a développé aussi des dispositifs, donc des jours d'absence, comment dire, l'anonymat aussi des adresses professionnelles, par exemple, hein. Du coup, là, c'est l'assistance sociale qui gère pour la personne. Donc, du coup, on préserve cet anonymat-là, mais on reste dans un rôle, ce qui est important de le dire, c'est dans un rôle d'accompagnement, on guide, on conseille et on oriente. Voilà, après, c'est la personne qui fait les démarches. Oui. Du coup, voilà ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et on va aller plus loin puisque du coup, on s'est rendu compte aussi, et on le sait, que les violences conjugales, ça a aussi une portée intrafamiliale. Et donc, la deuxième étape là est de sensibiliser autour de l'impact sur les enfants et notamment avec l'intervention d'un témoin. Super. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci de nous avoir montré effectivement que des sujets qu'on peut penser complexes à aborder en entreprise ou tabous, qui n'ont pas vraiment de lien avec le monde de l'entreprise. Finalement, quand on y passe 8, 9, 10 heures par jour, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont un lien avec l'entreprise. Et en tout cas, ça a un impact sur la santé mentale, sur la vie en fait du salarié et finalement pouvoir se sentir en sécurité, être dans une safe space quand on est au travail, c'est très fort. Et nous, on pense on a cette vision, quel que soit finalement le monde dans lequel on entre demain, que l'entreprise va vraiment être cet environnement sécurisé dans lequel finalement, quelle que soit quelle que soit sa diversité et ses spécificités, on va se retrouver en sécurité quand on sera en entreprise, qui sera peut-être pas le cas dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Fabien, à nos intervenants pour ces échanges riches et inspirants. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui illustre à quel point il est essentiel de passer à l'action sur les enjeux de diversité et d'inclusion, voire d'accélérer dans les temps qu'on connaît aujourd'hui. Ces projets ne sont pas simplement des initiatives isolées. Ce sont des exemples concrets de transformation, d'impact positif et de construction à une société plus juste, que ce soit dans le soutien aux victimes de violences conjugales, l'accompagnement des personnes transgenres ou encore le recrutement basé sur les talents. Ces projets montrent que des solutions existent. C'est des solutions qui ne coûtent pas forcément cher, qui ne sont pas forcément très difficiles à mettre en place et qui, par contre, font vraiment la différence. Alors, vous le savez, notre obsession Fabien et moi, chez AFL Diversity, c'est l'impact. Nous recherchons toujours comment permettre d'outiller davantage aussi les organisations. On est très heureux de vous annoncer en avant-première aujourd'hui la sortie de notre premier livre. Donc, c'est justement pour partager ce type d'initiative, mais aussi pour offrir des clés de compréhension et d'action qu'on a écrit ce livre, Diversité et inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre. Il sortira en librairie le 7 mars prochain. Aux éditions de l'Aube. Donc, ce livre, il rassemble nos observations, des témoignages d'entreprises, des analyses aussi, pour montrer pourquoi aujourd'hui il n'est plus possible de remettre ces sujets à plus tard. Et puis, on partage aussi des chiffres avec les baromètres qu'on mène avec BVA chaque année pour mesurer les attentes et perceptions des salariés. Donc, on espère qu'il sera pour vous une source d'inspiration, un outil concret pour toutes celles et ceux qui souhaitent agir. Avant de terminer, il nous reste 2 minutes pour vous parler des prochains rendez-vous. Donc, on vous donne rendez-vous pour un moment très fort pour nous sur l'année. C'est les rencontres du Grand Prix Diversité et Inclusion qui auront lieu le 27 mars prochain matin au siège mondial de l'UNESCO à Paris.
Donc, lors de cette matinée exceptionnelle, vous allez découvrir les résultats de notre baromètre annuel 2025 avec BVA, des prises de parole inspirantes, une table ronde sur les grandes tendances et les enjeux de demain. Ce sera aussi le lancement officiel des candidatures de la 4e édition du Grand Prix Diversité et Inclusion, avec une période d'inscription ouverte jusqu'au 30 juin. C'est gratuit. Tout se passe en ligne sur le site grandprixdiversitéinclusion.fr. Comme peuvent le témoigner les lauréats, c'est assez simple normalement à remplir. Et puis, la cérémonie des remises des prix, elle se tiendra comme chaque année dans le grand auditorium de TF1 et ce sera le 14 octobre. Donc, pour terminer, je voudrais vraiment, encore une fois, vous remercier toutes et tous d'avoir pris ce temps, cette heure dans votre agenda pour partager ces bonnes idées, remercier nos intervenantes, nos intervenants pour le temps, leur témoignage. Cette table ronde va être prochainement accessible sur notre chaîne YouTube AFL Diversity. N'hésitez pas à nous écrire pour toute question ou simplement pour continuer à échanger. Vous trouverez nos contacts là sur ces slides ou sur nos sites et réseaux sociaux. On est à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets. Merci beaucoup encore à vous toutes et tous. À très bientôt pour continuer à avancer ensemble sur ces enjeux essentiels. Il est 12h59. Bon appétit à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.